Il aurait pu regarder tout cela de loin. Après la maladie et plus d'une décennie d'absence, Jean-Louis Borloo, 74 ans, ancien avocat, ancien maire de Valenciennes, ancien ministre, s'invite aujourd'hui en tête des enquêtes de personnalité. Alors, qu'entend-il faire de cette popularité? Il a apparemment 2-3 choses à nous dire sur cette France qui va mal. Et sur ce qu'il faudrait changer vite, et même très vite. Alors, est-ce une utopie ou pas du tout? Bonjour Jean-Louis Borloo. Comment ça va? Merci d'être là avec nous. C'est un grand bonheur. Au cœur de Paris. Il y a quelques jours, je regardais une enquête d'opinion, vous regardez peut-être pas souvent ça, mais vous faites partie aujourd'hui des personnalités politiques préférées des Français, voire la première dans l'un des derniers sondages. Ça s'explique après toutes ces années? Je sais pas, après 15 ans d'absence, c'est un peu étrange. Probablement qu'il y a une espèce de sentiment de... Où est-ce qu'on va? Hein, c'est ce grand pays là qui est en train d'avoir crise en crise sur à peu près tous les sujets les plus intimes. Ceux qui touchent le plus les Français, les mamans, les mineurs isolés. Alors peut-être qu'il y a ce petit quelque chose. Je me dis, peut-être que le petit père Jean-Louis, il doit penser à nous et probablement un peu comme nous. Alors, moi je me pose aussi une question, c'est la question qui fâche, on va l'évacuer, celle-là vous n'avez pas envie d'y répondre. C'est, est-ce qu'on vous a vraiment proposé d'être Premier ministre? Ce n'est ni dans la tête du président, ni dans la tête du président, ni dans la mienne. Ni dans la vôtre. Voilà. C'est dans la tête de plein d'autres personnes alors. Non, je crois. Il ne faut jamais chercher de trucs compliqués. Ouais. Je pense qu'ils étaient un peu dans l'embarras. Et puis il y a bien un ou deux qui se disent on pourrait peut-être appeler Jean-Louis. Voilà. Ouais. Bon. Non, en fait, je n'avais pas de valeur ajoutée à ce moment-là. Vous êtes l'un de ceux qui nous rappellent souvent que la France et les Français, c'est quand même un pays génial. Il faut voir les choses assez simplement. 67 millions, on n'est pas une bande de crétins, plutôt pas mal formés. Et pourtant, on se casse la gueule partout. Dans le logement, dans l'agriculture, à l'hôpital, dans la sécurité, la chaîne judiciaire. On est condamné pour la 11e fois pour l'état indigne de nos prisons. Enfin bref, rien ne fonctionne. Alors, on pourrait peut-être se dire, est-ce qu'on n'a pas juste un énorme problème d'organisation? La France, c'est le pays le plus émietté en termes d'action publique. Les départements, les régions, les agglos, les pays, les syndicats intercommunaux. C'est le millefeuille administratif le plus... C'est l'Union soviétique. Mais d'ailleurs, eux, ils ont changé sur un mot qui s'appelait la perestroïka. Donc vous avez l'ambition de nous faire rentrer dans une forme de perestroïka. C'est la suppression de tous les dysfonctionnements de notre pays. Jean-Luc Borloo, vous avez été avocat, vous avez été maire de Valenciennes, ministre, député, et puis vous avez été malade, vous l'avez dit, vous êtes arrêté pendant 15 ans. Vous étiez épuisé, vous dites, j'ai joué ma peau. Quand on sort d'une telle épreuve, on peut se dire, à votre âge, avec beaucoup de respect, c'est peut-être le moment pour moi de me mettre au vert. Ça c'est impossible chez vous? Mais non, mais je suis parti, pourquoi? Parce que ça vous fait peur de dire je suis un homme politique? Non, parce que vous dites que ça va... Non, c'est pas ça. C'est que je pense que je suis plus utile aujourd'hui. Personne ne conteste le diagnostic que je fais, en réalité. La faillite, le déficit, c'est l'enfant de la désorganisation. Quand une boîte, elle est désorganisée, qu'elle n'a pas les bons brevets, pas les bonnes ressources humaines, pas la bonne stratégie, elle fait des pertes. Donc la boîte France, elle fonctionne pas, elle marche sur la tête. Écoutez, à 170 milliards, à 35% de déficit au budget de l'État, expliquez-moi. Parce que là, regardez, on va avancer, parce qu'on est au cœur de Paris, au cœur de cet État central, jacobin, centralisateur, qui pense pouvoir tout faire. Et puis en même temps, vous l'avez expliqué, il y a eu des strates qui se sont accumulées depuis quelques temps. Là, à ma gauche, vous avez le ministère de l'économie. Vous l'avez connu, le ministère, pas longtemps celui-là. Non, 12 semaines. Il s'est passé quoi pendant un mois? Vous avez quoi, 12 semaines? Mais c'était un moment très sympa, mais je ne suis pas resté très longtemps. Je te souhaite, mon cher Jean-Louis, de quitter un jour, parce que, oui, tu quitteras un jour ce ministère. Ça t'arrivera aussi. Quand on refait Notre-Dame en 5 ans et que la France arrive à le faire pour rénover ce joyau,
ou vous vous dites que celui-là, il devrait plutôt se réformer, ce ministère-là? D'abord, vous savez, il résume à lui seul l'arrogance française. C'est quand même la seule administration qui s'autorise à avoir un pied dans un fleuve, capitale du monde. Notre-Dame, elle respecte le fleuve. La France est devenue le pays des coordinateurs, des inspecteurs, des contrôleurs. Alors ça, c'est votre discours, effectivement, sur la fonction publique, la bureaucratie qui s'est installée. En fait, on a des fonctionnaires, des coordinateurs, des superviseurs, des gens... Alors, on a des fonctionnaires opérationnels extraordinaires. On a sûrement une des meilleures fonctions publiques du monde. Mais à côté d'eux, tu as à peu près le même nombre qui doit coordonner l'action de ceux-là. Ouais. L'exemple de l'hôpital est extravagant. C'est quoi l'exemple de l'hôpital? Avant, c'était géré par des médecins et voilà, des élus. Il y a 15 ans, l'hôpital, c'était les médecins. La commission médicale d'établissement, ils savaient ce qu'il fallait investir, l'IRM, le scanner, les équipes, etc. Et donc, ils géraient mieux qu'aujourd'hui? Attends, ils géraient, on ouvrait des lits et ça perdait pas d'argent. Les petits hommes en gris, là, les mêmes, ils vont dire le médecin, ça ne sait pas gérer. Nous, on sait gérer. Voilà, donc ils ont inventé une nomenclature, 9000 actes. Et puis, on est passé de 5% à 34% de frais de structure. Mais derrière le chiffre, c'est des lits qu'on ferme. C'est des maternités où on fait les accouchements aux heures de disponibilité du planning. Non mais... Donc c'est là-dedans qu'on aurait dû couper. C'est là-dedans qu'on doit se poser les questions de savoir comment on change le système. C'est-à-dire qu'on n'a pas les possibilités d'avoir des infirmières, des médecins en plus, une organisation dite pratique. Et vous me dites qu'on nomme des coordinateurs, des super coordinateurs. Parce qu'on est rentré dans le monde du contrôle et de l'inspection. Mais la France est kafkaïenne. Mais que ça tienne encore un peu debout, relève du miracle. Mais relève du miracle. Moi, je l'ai. On rentre dans une mexicanisation, la jeunesse de France est paumée, les mamans isolées, j'en parle pas. Il faut voir la violence. Les gars, ils sortent de prison sans emploi, sans formation, sans logement. La pire sortie sèche de prison d'Europe. Enfin, mais tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que notre désorganisation est unique au monde. Il n'y a pas d'équivalent. Il y a l'État qui s'occupe d'un certain nombre de choses, qui devrait s'occuper d'un certain nombre de choses, le pouvoir central, l'exécutif et l'Assemblée nationale. Alors, il s'occupe de quoi, l'État? Sécurité intérieure, pardon? Oui, important. La justice. Relations internationales. Sécurité extérieure, c'est important. Les grands sujets d'avenir, l'espace, le quantique, l'intelligence artificielle, la mer et les océans. Voilà. Et c'est déjà beaucoup. Il y a des sujets. Mais c'est déjà énorme. Ça, c'est l'État central. Et tout ce qui est opérationnel dans la proximité du jour, un guichet, une seule force. D'accord, donc c'est important. Vous me dites, on devient un État fédéral, une république fédérale. À la française. À la française. En gros, si on dit que le logement, les Bretons vont s'occuper du logement des Bretons, j'ai pas le sentiment qu'on porte atteinte à la souveraineté nationale. Bon. Notre-Dame. Puisqu'on y est. Dans le système français, on n'aurait pas commencé les travaux. Dans le système normal. Si on était passé par un système normal. Sans nommer une équipe et un général. C'est un système normal, sans une loi d'exception, on n'aurait pas commencé. Il y aurait eu l'avis des voies navigables, de l'aviation civile, de l'architecte des bâtiments de France, de la ville de Paris, du département de la région. Non, écoutez-moi. Donc, on n'aurait pas commencé. Ça se fait pourquoi? Parce qu'il y a ça. C'est assez simple. On a écrasé toutes les règles, tous les services du système français. On a fait une loi d'exception en disant, pour Notre-Dame, pour les millions de Notre-Dame, aucune règle française n'existe. On a nommé un général, et au lieu d'aller chercher l'argent public qu'on n'a pas, c'est que des donateurs privés. Notre-Dame s'est fait que le génie français, 2000 charpentiers, peintres, des bâtets, des machins, parce qu'on n'a été pas en France, là. On était hors système classique du mode d'organisation publique. On a cassé la machine qui aurait pu broyer ça et faire qu'on n'y serait jamais arrivé. 350 000 donateurs privés. Non mais attendez, c'est ça la France. La France a besoin d'être à nouveau organisée. Moi, je vous assure, demain matin, on fait ça. On fait ce qu'on fait, pardon, mais les Espagnols, les Italiens, les Canadiens, les Allemands, moi je n'invente rien. On vient au fédéralisme. Oui, on fait ça, dans 18 à 24 mois, vous avez des grues partout.
Donc le pompier Borloo, lui, il nous propose ça, mais les gens, encore une fois, ils nous écoutent ce soir, ils disent, il y a plein de choses, il y en a qui doivent se dire, il est formidable, il y en a d'autres qui disent, il est utopiste, et il y en a d'autres qui se disent, bon, il a été au gouvernement avant, il l'a pas fait, pourquoi? Mais on a fait. Enfin, il y avait dans les usines françaises, vous savez, le vieil ingénieur usine, il n'avait pas fait les grandes écoles. Ben moi, je suis probablement un des derniers vieux ingénieurs d'usine. Et je dis aux actionnaires que sont les Français, attendez, l'usine, on va juste la réparer. Là, on peut plus. Là, on rase, on refait les nouveaux, enfin, on fait les machines comme ça. On prend tel type de matériel, électrique ou pas. Enfin bref, on repart à zéro. On est 67 millions. On a la Manche, l'Atlantique, la Méditerranée, et on a ces merveilleux collectivités d'outre-mer. On n'est pas crétins, on n'est pas une bande de voyous. Et pourquoi on s'enfonce tout seul? On a un problème d'organisation. Je vous propose une organisation. 71% des Français sont d'accord. 71% sont d'accord, mais comment on fait? C'est-à-dire que comment on le fait très vite maintenant? Il y a une présidentielle, c'est un programme présidentiel, c'est quoi? Non, oh là là, non, on peut faire tout de suite. On peut faire tout de suite, Jean-Luc Borloo. Oui. Franchement, Oui. on n'arrive à pas faire grand-chose. Oui. Et là, on pourrait faire tout de suite une réforme qui remettrait en cause. Oui, parce que c'est plus simple de raser la maison et de la reconstruire. En regardant le terrain, combien de mètres carrés, les pierres, le machin, le climat, c'est beaucoup plus On fait facile. comment alors tout de suite? Bah, écoutez, c'est simple. Moi, je suis en train de travailler avec 2 constitutionnalistes, une loi organique. Hein, parce qu'en fait, ça relève en gros d'une modification de la Constitution. Bon, c'est une loi constitutionnelle? Oui, c'est ça. Mais on a 900 parlementaires. Oui. Il suffit de le faire. Bon. On peut le faire tout de suite, ou au pire, il y a 500 dodos avant la présidentielle. Ce qui est terrible dans cette histoire, c'est que tout le monde, au fond, est d'accord. Seulement, il y a le passage à l'acte. Eh bien, je veux dire, on va passer à l'acte. Donc, vous allez leur parler aux Français pendant la présidentielle? Oui, mais dès aujourd'hui, oui, à ma manière, à ma façon. Et je ne laisserai pas faire cette présidentielle sans qu'on touche pas à ces 2 sujets. Le sauvetage par la réorganisation, hein, une société de confiance et la jeunesse de France au top. Voilà. Ça, c'est pas un programme, c'est juste, vous êtes un bon serviteur, quoi. Vous laissez ça sur la table, il y en a d'autres qui doivent le prendre. Enfin, les Français. Mais vous êtes quoi? Vous êtes l'intermédiaire entre tout ça? C'est ça qu'on n'arrive pas à comprendre. Mais j'ai bien compris que vous n'avez pas compris. Non, mais j'ai bien compris que vous n'avez pas compris, et moi non plus. Ça tombe bien. Non, ce que je veux dire, c'est que moi, je ne veux pas être un petit cheval de plus dans l'histoire. Ouais. Et je pense que mon rôle de grand frère, si vous voulez, mon rôle, c'est de faire une pression maximale pour que tout le monde s'en empare. Parce qu'en fait, tout le monde est d'accord. Il faut mettre un peu d'ordre et de loyauté et de... Voilà, il faut qu'il y ait un vrai tiers de confiance. Et ça va du patronat à Madame Binet, de Madame Léon. C'est la cité française. Vous êtes vraiment optimiste. Vous arrivez finalement à espérer, à penser qu'on peut encore se parler, qu'on peut encore dialoguer, qu'on peut encore trouver des accords. Attendez, on ne va pas continuer comme ça. Avoir le pire déficit d'Europe, la plus grosse pression fiscale, et les trains qui n'arrivent pas à l'heure, et l'hôpital qui est en train de s'effondrer. Et ils ne pourront pas faire autrement. Ils vont être obligés d'écouter. Sinon, moi, j'aurais bâti une équipe, et cette équipe-là, elle ira. Elle ira à la confrontation. Voilà, vous êtes en gros sélectionneur d'une équipe qui est en train de se préparer pour faire passer ce message. Vous êtes le grand frère. Et si la société française ne va pas vers ça, cette équipe, elle ira le proposer aux Français. D'accord. Vous avez déjà des gens un peu autour de vous? Ouf. Ouf. Ça veut dire quoi? Ouf. Mais quand une idée est juste, elle s'impose. Ouais. Et je ne fais que reprendre ce que dit De Gaulle quand il dit... De Gaulle, le général De Gaulle, quand il dit « Il est temps qu'on confie aux provinces les enjeux qui concernent la province, c'est ça la modernité. » C'est beaucoup de faire renaître nos anciennes provinces, aménagées à la moderne, sous la forme de régions, de leur donner les moyens nécessaires pour que chacune règle ses propres affaires tout en jouant son rôle à elle. Mais il est parti là-dessus. Moi, je dis simplement, revenons à ça. Et je ne suis pas pour un État faible. Moi, je suis pour un État puissant, organisé, actif, qui rend des comptes et qui s'occupe que de ceux dont il doit s'occuper.
Vous voulez un café? Oui. Un café, et moi je vais prendre un Vitel menthe, s'il vous plaît. Alors là, on était entre Bercy, Notre-Dame. La prochaine fois, on se retrouvera peut-être à Valenciennes. Génial. C'est votre plus grande fierté, aussi, ça. Le Nord. Ouais, Et dans le Nord, le bassin minier. ça me parle. Non seulement ils m'ont tout appris, mais ils m'ont sauvé. Parce que on se prend facilement pour ce qu'on n'est pas. Vous savez, quand vous avez 30 et quelques années, que vous avez le plus gros cabinet d'avocats d'Europe, vous croyez que c'est grâce à votre talent. Et j'aurais pu devenir un petit mec prétentieux. C'est les Valenciennois qui, par leur tendresse, par leur affection, c'est eux qui font ce que je suis aujourd'hui, évidemment. Vous parlez de la période où vous étiez avocat d'affaires. Il vous manque parfois, Bernard Tapie? Bien sûr. Votre pote? Bien sûr qu'il me manque, bien sûr. Et lui, il vous aurait conseillé d'y aller un peu plus fort en politique ou pas? Parce que ça lui a un peu brûlé des ailes, cette histoire. Il fallait qu'il fasse des trucs hors normes. Ouais. C'est un type de défi. Et pour lui, la France était un défi. Et il n'a jamais oublié d'où il venait. Le seul défaut, c'est d'oublier d'où on vient. Et ça, ce défaut, il ne l'avait pas. Merci, Jean-Louis Borloo. Et puis peut-être à bientôt à Valenciennes ou ailleurs. Bienvenue. Merci.